Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis en compagnie de Natacha Valla, qui est économiste au CEPI. Également avec moi Bruno Gassio, producteur, membre de la Nouvelle Donne. Et puis Isabelle Bordry, ex-directrice générale de Yahoo France, entrepreneur, investisseur. Et elle est porte-parole de Nous Citoyens. Alors Matteo Renzi bouscule les règles de rigueur européennes avec son plan de relance de 90 milliards d'euros, bien accueilli par François Hollande, mais aussi par Angela Merkel. Le président du Conseil italien a-t-il les moyens de ses ambitions? Le Blitzkrieg Renzi peut-il infléchir la politique d'austérité européenne? Quelques réactions et on en débat ensuite. L'Italie doit arrêter de penser que nous faisons ces réformes à cause de Bruxelles ou Berlin. Nous faisons ces réformes car elles sont bonnes pour nous. Il m'est apparu clairement que l'Italie se souciait tout à fait du pacte de stabilité et de croissance. D'un côté, la croissance et naturellement l'emploi, et de l'autre, la stabilité avec ce que nous avons décidé dans le pacte fiscal. Notre croissance s'accélère. Elle va plus vite que l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. En fait, il n'y a aucune grande économie dans le monde dont la croissance est plus en progression que la Grande-Bretagne. Bon, c'est intéressant. En tout cas, Natacha Valla, vous connaissez très bien l'Italie. Matteo Renzi, plan de relance de 90 milliards. Alors d'abord, a-t-il les moyens de ses ambitions? Puis finalement, l'Italie est assez étonnante avec ce régime parlementaire. On se retrouve avec de nouveaux élus qui veulent faire des programmes en 6 mois, alors qu'avec un régime présidentiel comme on a en France, on a l'impression que ça encourage à l'immobilisme. Alors, à votre point de vue? Je pense que ça a l'avantage, ça a le désavantage de ne pas être très démocratique au sens contrôle parlementaire du terme, mais en même temps, c'est issu de l'instabilité parlementaire. Donc ça donne du dynamisme au discours européen. Et le discours européen sur la consolidation budgétaire aujourd'hui, il doit changer, et il doit changer assez rapidement. Alors, il bat de l'aile un petit peu en ce moment, d'ailleurs. Voilà, on sent que la Commission commence à devenir un petit peu prudente. Et donc je pense qu'il faut vraiment... Si un pays comme l'Italie aujourd'hui donne le signal qu'il va relancer la croissance, mais qu'il va aussi, c'est le génie de Renzi, en tout cas de ses propositions, qui va aussi respecter son engagement, ou en tout cas l'engagement de son prédécesseur, à réduire la dépense publique. Et je pense que c'est ce grand écart-là qu'il essaye de signaler. Alors il le signale à coût de 90 milliards, qui ne sont en réalité pas 90 milliards, mais... peu importe, c'est la communication qui compte, en gardant ce qu'il fallait garder de ce qu'a fait M. Letta dans le petit temps qui lui a été imparti. Alors les mesures, c'est on baisse la pression fiscale sur les bas salaires inférieurs à 25 000 euros par an, qui devraient bénéficier de 1 000 euros, impôt sur les activités productives sur les PME, qui devraient là aussi baisser de 10%, et puis de nouvelles dépenses, 3,5 milliards pour les écoles, un fonds pour les jeunes, 1,7 milliard, protection du territoire, et puis tout cela financé par des économies. Bruno Gassio, quelle est votre réaction, vous, cette espèce de Blitzkrieg Renzi, s'il y parvient? Blitzkrieg, c'est un peu... C'était justement utiliser le mot allemand. Ouais. Oui, guerre éclair, c'est pas super bonne référence quand même. Je veux pas vous... Mais pour Renzi, j'ai plutôt envie de me marrer. Ouais, la Blitzkrieg, ça lui plairait pas des masses comme référence. Non, mais elle a été dans les pays de l'Est, ils n'ont pas aimé beaucoup. Je sais pas, ça me fait plutôt... rire de dire je vais à la fois baisser les dépenses, je vais investir à mort. Puis tiens, on va mettre un petit peu sur l'éducation parce que c'est quand même vachement... Et les jeunes, surtout les... Il a fait un joli discours. Maintenant, on va voir s'il va y arriver parce qu'il n'a pas la moitié de la queue d'une pour commencer à faire ce qu'il a fait. Il a fait quelques économiste. Il y a encore des annonces à préciser et c'est vrai qu'il s'est reposé aussi sur des mesures qui avaient déjà été annoncées. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par le 90 milliards. Non. Mais l'intention est bonne et je pense que c'est un Florentin. Il peut en avoir les moyens avec une dette de 2 000 milliards. Est-ce qu'il peut en avoir les moyens avec 2 000 milliards d'euros de dette? Parce que ça, c'est la dette publique italienne. Cette année, une croissance, alors qu'il va à nouveau être positif, 0,5% de taux de croissance en Italie, mais après une récession de plusieurs années. C'est ça va être quand même assez difficile parce que la dette est très élevée, parce que la productivité en Italie, c'est un des grands problèmes. On reparlera de la productivité dans le cas du Royaume-Uni d'ailleurs, mais sur l'Italie, ça reste un endémisme sur lequel le pays n'a pas bougé. Donc,
il compte aussi sur une réduction du coût de financement de la dette qui est un petit peu wishful thinking. C'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt encore ? Voilà, une baisse des taux d'intérêt ou alors un maintien des taux d'intérêt à des niveaux bas parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup été C'est même réduits. la raison Donc, pour laquelle il le fait. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais on se rend compte que les marchés n'ont pas mal réagi du tout parce qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience, il y a besoin de faire. Et Angela Merkel non plus n'a pas si mal réagi. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est dans cette nouvelle coalition SPD qu'on parle maintenant d'un revenu minimum en Allemagne ? Les cartes bougent. Enfin, je vais laisser la parole. Les cartes bougent en Europe. On se rend compte qu'elles bougent peut-être le moins en France. Elles bougent beaucoup en Espagne, beaucoup en Italie, beaucoup en Allemagne et dans des sens qui vont en convergent. Et nous, en France, on a quand même un sentiment d'immobilisme dans ce Isabelle Bordry. Oui, je pense que c'est surtout ça qui est frappant. C'est qu'effectivement, tout d'un coup, il y a une espèce d'énergie très forte et puis une prise de conscience très forte en Italie de diminution de cette dépense publique qui est effectivement, comme vous le soulignez, énorme. Et donc, avec des diminutions assez fortes, puisqu'il a annoncé qu'il diminuerait de 5 milliards, je crois, la dépense publique en un temps absolument record. Donc, il arrive quand même à donner des éléments sur comment il va financer sa politique, qui effectivement sont rassurants. En tous les cas, il veut aller vite et je pense que c'est vraiment ça qui est important et on devrait suivre son exemple. Suivre son exemple, Bruno Gassio ? Honnêtement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que je pourrais faire le même type de discours que lui, bien argumenté, avec quelques économistes qui me diraient tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Je ferais le même discours, seulement dans la réalité, aller mettre les Italiens au travail qui en ont jusque-là, qui ne peuvent plus. Ils sont étouffés depuis combien de temps ? Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont étouffés par l'Europe. L'euro les a plombés. Et maintenant, on leur dit, c'est pas grave, 90 milliards vont résoudre une grande partie des problèmes parce qu'on va faire des économies. Et là, mais les économies sur quoi ? Ils n'ont plus rien à faire comme économie. C'est pas l'Europe qui les a plombés. C'est vrai qu'il y a une Italie qui va quand même très bien. L'industrie italienne qui a su se reconvertir, le nord de l'Italie, c'est la région la plus riche d'Europe. Même que Venise est en train de demander à la limite la séparation. Ils veulent sortir d'Italie, Venise. tellement ça que c'était aussi précis. Mais effectivement, il y a une Italie qui va très très bien. Et des PME plus compétitifs que les PME françaises, mais bien sûr, et de loin. Mais l'Italie va di Torino à Caltanissetta, ça va jusqu'en Sicile. Donc il faut prendre en compte un peu. Il y a quand même des risques sur l'Italie, des risques qui n'existent pas en France. Alors ça, c'est ce que dit la Commission de Bruxelles. Il reste des risques importants en Italie. Alors les risques, moi j'en verrais trois. Il y a la taille du stock de dette publique, ça c'est vrai que c'est un gros problème parce que dès qu'il y a un souci sur les marchés, 130% ça se mesure. En et cette dette ne diminue pas. J'ai regardé les chiffres. C'est parce que ça ne croît pas, il n'y a pas de croissance. Donc deuxième point, c'est la croissance et la productivité. Et troisième point, c'est l'état du système bancaire qui fait face de plus en plus à des créances douteuses, volumineuses. Donc il y a certaines banques qui ont pris le taureau par les cornes et qui intelligemment, comme on dit Credito, qui a passé des pertes de pratiquement 15 milliards. Donc c'est énorme quand même par rapport au PIB italien, pour un peu assainir son bilan de façon proactive. Il faut voir ce que feront les autres banques italiennes et puis il faut voir aussi comment évolueront les coûts de financement pour les entreprises italiennes et les ménages italiens parce qu'ils paient quand même beaucoup plus que nous, nos entreprises, nos ménages ou les entreprises et les ménages allemands. Ça dépendra de l'évolution des taux d'intérêt. Alors, autre actualité cette semaine, l'affaire Kerviel. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Jérôme Kerviel à une peine de 3 ans de prison ferme, mais elle a en revanche cassé les 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts dus à la Société Générale. La banque estimait que c'était le montant des pertes provoquées par l'ex-trader. Alors c'est un précédent judiciaire. Isabelle Bordry, est-ce que vous voulez réagir justement ? Est-ce que finalement on a tiré les leçons de cette affaire Kerviel, toujours en cours ? Écoutez, c'est très difficile quand on n'a pas tous les éléments du dossier, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, discutées, etc. Il y a forcément eu une faute à un moment donné, il y a eu des faux qui ont été faits, et ça, je pense que la Cour de cassation est allée dans ce sens, et donc il y a de la prison. Maintenant, effectivement, ce qui est sûr, c'est que la perte a été absolument gigantesque, et qu'on a du mal quand même à comprendre que dans une structure aussi bien organisée que la Société Générale, les systèmes d'alerte aient mis autant de temps à fonctionner, même si Kerviel les connaissait, et qu'à chaque fois qu'il y en avait un, il les éteignait. La perte est énorme, les prises de position qu'il a prises à un moment donné dépassent des dizaines de milliards. Et donc on se dit quand même qu'il doit y avoir des dysfonctionnements quelque part. Dysfonctionnement sur les contrôles, Natacha Valla ? Les contrôles, il y a un peu une inflation des contrôles. Et le paradoxe, c'est que malgré l'inflation des contrôles, et j'ai vécu ça dans la banque, l'augmentation des contraintes de conformité interne, des contraintes de flux d'informations, des contraintes de consolidation des risques, et malgré tout,
des phénomènes comme celui-ci ont été possibles. Donc il y a peut-être une réflexion à mener aussi sur la nature des contraintes qu'on impose aux banques et s'il ne faudrait pas avoir une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'il est possible que la banque, effectivement, ne savait pas exactement ce qui se passait au niveau d'un trader. C'est ce que vous dites ? Je ne peux pas l'exclure. Je ne suis oui, pas non plus dans sûrement, le secret du mais dossier. Mais c'est super inquiétant ce qui est inquiétant, ne saurait pas ce que fait ces traders. Voilà. Moi, je préfère une banque sans trader. Une banque sans trader. Tout ça. Ça s'appelle séparer les banques de dépôt des banques d'affaires et les traders vont trader dans leur coin et les dépôts sont couverts par l'État et les traders ne travaillent plus avec comme couverture l'État. Et dans ce cas-là, je crois que les mécanismes de surveillance, dont on ne sait pas s'ils ont bien marché, pas marché, été contournés, eh ben, ils auraient mené cette entreprise à la faillite. Donc, et dans un monde libéral... Séparation des activités bancaires, de marché. Voilà. Mais dans un monde libéral qui se tient, la banque aurait fermé. Point. Tu as perdu de l'argent, tu ne peux plus payer, tu fermes. Et c'est pas protégé par l'État. Alors que là, Kerviel peut perdre, et tous ceux d'aujourd'hui, parce que des crises vont revenir, peuvent perdre tout ce qu'ils veulent. C'est pas grave, l'État couvre. Oh, c'est ce vers quoi va la législation européenne quand même. Ils essayent, mais c'est vraiment très très loin d'une séparation. C'est mieux que rien quand même. On est dans la séparation, Natacha Valla. On est dans une large partie. Je sais que les défenseurs de la séparation absolue étaient scandalisés quand M. Barnier est sorti avec le plan. Parlez-en de votre ami Gaël Giraud, il va adorer ça, vous allez voir. Non, mais on a fait quand même du chemin. Vous avez fait du chemin, mais on est loin tout de même, effectivement, de Vickers. Ah oui, non, c'est pas Vickers. Où il y avait une vraie séparation des activités. Le Glass-Steagall Act encore plus loin. On est encore beaucoup plus loin de Roosevelt, puisque Nouvelle Donne vient des réflexions de Roosevelt 2012. On est encore plus loin de Roosevelt 1933, qui sépare les banques en 5 jours, lui. Nous, on nous dit c'est impossible, c'est tellement imbriqué. La situation n'est pas la même, la situation était exactement la même. Il a coupé en deux, il a dit vous spéculez, vous avez le droit de spéculer, mais vous n'êtes plus couvert. C'est la seule différence. Il faudrait faire du Roosevelt pour vous. C'est quand même très difficile aujourd'hui de vraiment séparer les entités. Les entités sont reliées d'une façon ou d'une autre. Il y a des liens de bilan entre les banques entre elles, les banques et les non-banques. C'est très facile à faire. Arrêtez de nous faire croire que c'est difficile. Il y a plein d'économistes, dont votre pote Gaël Giraud, qui est un jésuite extraordinairement fabuleux et honnête. On a le truc, nous, on l'a fait avec Roosevelt il y a 2 ans. La séparation, on peut la faire, il y en a pour 10 jours. Ça peut se faire très rapidement. Ça peut se faire très rapidement. En tout cas, les banquiers... seulement que ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas... non. Chaque entité ne vivra pas sur une île déserte. Non, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça résout au moins un des problèmes. C'est quand une banque spécule, même avec du trading à haute fréquence, et qu'elle se plante, il n'y a plus personne pour la couvrir. Donc elle va peut-être faire attention. Et dès Kerviel, quand il faudra faire très attention, je pense que le chef, il va regarder ce qu'il fait Kerviel. Comment tu as fait un trou de 50 milliards toi? Comment tu as fait? C'est pas possible. Je pense que le chef regardait, mais effectivement, ça diminue les risques au global ça diminue pour le citoyen. Considérablement les risques pour les citoyens, surtout. Alors on n'y est pas tout à fait, mais vous, citoyens, vous devriez le savoir. On en prend peut-être le chemin. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de l'Écho. Restez sur France 24.